L'anatomie du foramen obturé va nous amener dans une région qui va se situer latéralement par rapport au sillon génito-fémoral sur une vue de face du périnée de la femme dont voilà le côté ventral et la face latérale droite. Nous allons, par rapport à l'orifice vulvo-vaginal, resituer ici, en dessous du gland du clitoris, dont voici esquissé le capuchon, l'orifice du méa urétral. Et c'est dans le plan latéral de cet orifice, à environ 3 cm, 3 cm et demi, dans le sillon génito-fémoral, avons-nous dit que va se projeter la zone de ponction dans la voie d'abord du foramen obturé. Ce dernier, projeté sur le relief cutané, va s'étendre au blond entre la branche iliopubienne au-dessus et la branche ischiopubienne au-dessous. Et c'est donc pratiquement dans ce plan que va se situer le point de ponction pour aborder ce foramen obturé. Les plans de couverture sur une vue latérale droite, dont voici la portion crâniale et la face ventrale, avec l'esquisse des limites osseuses que nous détaillerons tout à l'heure et qui sont ici marquées par les tubercules obturateurs antérieurs et postérieurs, amène sous la peau à un premier plan de couverture qui est celui des muscles adducteurs, constitué tout d'abord par le muscle pectineus, qui va se trouver dans le même plan que le muscle adductor longus, le moyen adducteur, et je vais sur ce dessin resséquer les deux premiers plans musculaires de couverture de ces adducteurs. En dessous de ce plan superficiel va se trouver maintenant le plan moyen constitué par l'adductor brevis, par le petit adducteur dont j'esquisse à la partie haute et maintenant à la partie basse la section des deux chefs, le chef supérieur et le chef inférieur, qui sont donc dans le plan moyen de la loge des adducteurs. Dans la partie la plus interne, nous allons ici récliner par cette érine, tout d'abord faisant partie du plan le plus superficiel, le tout petit muscle gracilis qui va ensuite descendre sur la face interne du genou, mais surtout le troisième plan, le plan le plus profond des adductores, constitué par l'adductor magnus, constitué par le grand adducteur qui est ici en dessous de l'érine. C'est en dessous de ces trois couches des adducteurs, qui ont donc une certaine épaisseur, que va apparaître, recouvrant dans le fond la membrane obturatrice qui va disparaître dans un instant, implantée sur la bandelette sous-pubienne qui a été décrite par Vincent, tendue entre les tubercules obturateurs postéro-externes et antéro-internes, le muscle obturateur externe dont le chef supérieur s'implante directement sur la bandelette sous-obturatrice de Vincent et dont les deux chefs inférieurs s'insèrent sur le cadre osseux, comme nous allons le détailler dans un instant, l'ensemble de la masse musculaire se dirigeant alors vers le dehors. Et c'est là que va apparaître dans le canal sous-obturé à la partie haute, ici, le pédicule trophique, le pédicule vasculo-nerveux obturateur, constitué tout d'abord par le nerf obturateur qui va là se diviser en ces deux branches terminales. La branche superficielle qui va passer en avant de l'obturateur externe et qui va venir innerver les muscles des plans superficiels et moyens des adducteurs, et la branche profonde qui va glisser en dessous du chef supérieur de l'obturateur externe avant que d'aborder par la face profonde le plan des muscles obturateurs profonds. Bien sûr, ces éléments nerveux sont accompagnés par les éléments artériels, par l'artère obturatrice avec ses ramuscules destinés à la périphérie du foramen obturé avec des petits vaisseaux destinés à la capsule de l'articulation de la hanche vers le dehors, accompagnés bien sûr par les petites vénules satellites de l'artère et le
point de ponction va donc se situer ici, avec un risque tout à fait mineur d'embrocher quelques petits filets nerveux ou quelques petits ramuscules vasculaires. En général, ça ne saigne pas beaucoup. Le plan le plus profond est le cadre osseux que je vais maintenant détailler sur une vue toujours latérale du foramen obturé droit, dont voici la portion crâniale et la face ventrale, avec la branche ischiopubienne, la tuberosité sciatique, menant là-bas vers le haut, vers la cavité cotyloïde, et maintenant le foramen obturé avec le tubercule obturateur antéro-interne d'origine pubienne, avec la branche ischiopubienne sur laquelle se trouve souvent une petite encoche qui correspond à la jonction ischiopubienne, puis maintenant vers l'arrière, le tubercule obturateur postéro-externe, encore appelé le tubercule précotyloïdien de Valois. La membrane obturatrice va être implantée sur la face endopelvienne du foramen obturé et elle va être épaissie dans sa partie la plus haute par le ligament qui porte nom ligament de Ganzi. Cette membrane n'est pas toujours très solide. Par endroits, elle peut même être déhiscente, présentant des petits pertuis, présentant des orifices, et en tout cas, le muscle obturateur externe ne va pas y prendre insertion. Au-dessus de l'espace ménagé par le ligament de Ganzi apparaît le canal sous-obturateur. Par contre, c'est, comme nous l'avons dit, entre le tubercule obturateur postéro-externe et le tubercule obturateur antéro-interne que se trouve tendue la bandelette sous-obturatrice de Vincent, que l'on appelle encore la membrane obturatrice externe de Poirier et de Piquet, qui n'adhère pas, elle non plus, à la membrane obturatrice. Elle en est séparée par un espace celluleux. Et c'est ici que nous allons pouvoir redétailler donc l'implantation directement du chef supérieur de l'obturateur externe, alors que les chefs moyens et inférieurs de l'obturateur externe s'insèrent sur le cadre, sur la face exopelvienne, mais également sur la face endopelvienne du cadre osseux obturateur. Et nous pourrions ici, sur cette vue de détail du plan le plus profond, du plan osseux et du plan membraneux obturateur, remettre en place l'arrivée du pédicule pudendal en limitant celui-ci au nerf avec la branche superficielle et maintenant la branche profonde de ce nerf avec les rameaux destinés aussi à l'articulation coxo-fémorale. Le point de ponction, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, va se situer dans cette zone et est donc très à l'écart par rapport aux structures qui risquent d'être embrochées. Sous l'angle de l'anatomie comparée, ce petit schéma va vous rappeler que le foramen obturé n'est pas un foramen constant, d'abord dans la série animale. Il va être tendu entre les pièces que sont le pubis du côté ventral avec l'épine du pubis et l'ischion du côté caudal avec la suture entre ces différentes pièces. Et la membrane obturatrice n'est là comme à chaque fois qu'en anatomie humaine il y a une zone de traction, une zone qui ne sert pas directement à l'implantation du muscle, tendue parce que sur la tuberosité ischiatique s'insère la masse importante des muscles ischio-jambiers. Sur la branche pubienne se trouvent ici les muscles adducteurs, accessoirement ici les muscles grand droit antérieurs de l'abdomen, et donc ce cadre de traction a amené l'ouverture du trou obturé de la membrane obturatrice qui n'est pas du tout destiné à laisser passer le pédicule trophique obturateur. En effet, ce dernier va, dans de très nombreuses espèces, comme par exemple chez le porc, traverser tout seul la branche iliopubienne par un orifice qui porte nom, orifice diazonal donc, et qui est complètement différent du canal sous-obturé que l'on décrit chez l'homme. Si je mets en place maintenant une vue endopelvienne de la zone de la symphyse pubienne, représentée ici en coupe du côté ventral et dont voilà la portion crâniale, avec vers le bas et l'arrière la tuberosité sciatique, la petite échancrure sciatique et l'épine sciatique, voici le foramen obturé et voilà
le canal sous-obturé. C'est, nous l'avons dit, sur le pourtour endopelvien de ce foramen obturé que va s'implanter la membrane obturatrice. Là, vers l'arrière, marquons de suite l'implantation sur l'épine sciatique du petit ligament sacro-sciatique, du ligament sacro-épineux, et montrons ainsi donc l'implantation du muscle obturateur interne. Cet obturateur interne, pelvitrochantérien, va se diriger vers l'arrière pour sortir ici par la petite échancrure sciatique. Ce muscle obturateur interne va être recouvert bien sûr par son aponévrose obturatrice. Il laisse voir à la partie haute l'arrivée du pédicule trophique représenté par le nerf obturateur, accompagné par l'artère obturatrice, accompagné par les veines satellites qui vont donc sortir tous par ce canal sous-obturé que nous avons montré précédemment. Et c'est sur l'aponévrose de l'obturateur interne que va maintenant venir prendre appui le muscle levator ani, le muscle releveur de l'anus, dont je vais très schématiquement ici représenter la coupe sans entrer dans le détail de ses principaux faisceaux, pubo et ilio-prérectaux, pubo-coccygiens, ilio-rétrorectal, ischio-rétrorectal, et l'implantation d'ailleurs de la partie la plus dorsale de ce levator ani sur le petit ligament sacro-sciatique à la plante du petit muscle sacro-coccygien. Le muscle du plancher pelvien, le muscle releveur de l'anus, va ainsi déterminer sur l'aponévrose de l'obturateur interne une arcade solide qui porte le nom d'arcade du releveur de l'anus. Et lorsque, par la ponction du foramen obturé, on est passé dans la partie basse du foramen obturé, on va ici arriver dans l'espace sous-lévatorien, dans l'espace qui va correspondre au prolongement ventral de la fosse ischio-rectale. Eh bien, pour préciser tous ces rapports, je vais mettre en place maintenant une coupe qui va être une coupe sagittale paramédiane qui va passer par le foramen obturé, coupe dont voilà la portion crâniale et dont voici la face ventrale, où nous allons retrouver le cadre osseux constitué par la branche iliopubienne à la partie crâniale, constitué par la branche ischiopubienne à la partie caudale, avec, comme nous l'avons dit, la membrane obturatrice qui est décalée vers la face endopelvienne et qui est épaissie dans la partie la plus haute par le ligament de Ganzi que nous avions montré tout à l'heure. Sur la face endopelvienne va donc s'implanter ici le muscle obturateur interne. Ce muscle, recouvert par son aponévrose, va servir d'implantation au muscle levator ani, au muscle releveur de l'anus, que nous allons schématiser de la sorte. Ce muscle déterminant, en s'implantant sur l'aponévrose de l'obturateur interne, l'arcade du levator ani. Au-dessus, bien sûr, nous sommes dans l'espace pelvis ou péritonéal. La cavité péritonéale est marquée par ses croix en parme. L'espace cellulo-graisseux pelvis ou péritonéal marqué par ses astérisques en jaune. Nous pouvons maintenant mettre en place donc la bandelette qu'est la membrane obturatrice externe, la bandelette de Vinson, la bandelette sous-obturatrice qui est là, et les faisceaux du muscle obturateur externe, le faisceau supérieur qui s'implante sur cette bandelette, le faisceau moyen et le faisceau inférieur qui va s'implanter sur le cadre osseux en exopelvien mais aussi en endopelvien, et ce muscle obturateur externe va avoir son aponévrose propre dans ce plan et il est séparé du plan de la membrane obturatrice par un espace de glissement que je montre maintenant par ces croix. Le plan de couverture sous-cutané va être ici figuré par les muscles adducteurs, par exemple le muscle pectineus, pour rappeler le plus superficiel de ces muscles, qui est là juste en dessous donc du plan superficiel cutané avec le panicule cellulo-graisseux sous-cutané. Le pédicule obturateur va arriver ici, le nerf obturateur va donner sa branche superficielle, puis il va donner sa branche profonde qui va glisser en dessous du faisceau supérieur
de l'obturateur externe et comme nous l'avons dit, il y est accompagné bien sûr par l'artère obturatrice avec ses différentes branches collatérales et les veines qui sont satellites. Le point de ponction du foramen obturé va passer à la partie inférieure et va maintenant arriver ici, dans cet espace que je marque par ces croix jaunes, qui est le prolongement le plus antérieur de la fosse ischio-rectale, comme nous allons le retrouver sur les coupes frontales. Je vais vous mettre en place une coupe sagittale antéro-postérieure médiane de la partie ventrale du petit bassin de la femme, avec la symphyse pubienne du côté ventral, la paroi abdominale antérieure, puis les limites osseuses avec l'épine du pubis, avec le foramen obturé, la branche ischio-pubienne, la tuberosité sciatique, la petite échancrure sciatique et l'épine sciatique. Vient se projeter sur le foramen obturé la vessie, qui va se prolonger vers le bas par l'urètre, dont la direction générale est concave vers l'avant, la concavité étant centrée par la symphyse pubienne. L'urètre va s'aboucher à la peau par un petit muscle sphincter strié de l'urètre, encore appelé le muscle de Houston, et à la partie supérieure, nous pouvons ici rappeler le sphincter lisse du col vésical au sortir de la vessie. Au-dessus de la vessie va venir s'appuyer l'utérus qui est en antéflexion par son corps, là, puis par son isthme, puis par son col qui va se projeter en regard de l'épine sciatique, col qui est maintenant emmanché dans l'étui vaginal, dont nous montrons que celui-ci va remonter beaucoup plus haut en arrière qu'en avant sur le museau de tanche utérin. À la partie basse, voici l'abouchement cutané de ce vestibule vulvo-vaginal et là encore, autour de cet orifice vulvo-vaginal se trouve le petit muscle sphincter strié volitionnel vulvo-vaginal. La vessie est rattachée à la face postérieure de la symphyse pubienne par les ligaments pubovésicaux sur lesquels viennent se terminer les fibres de l'aponévrose ombilico-prévésicale. La ligne blanche médiane de l'abdomen va maintenant déborder en dessous de la symphyse pubienne et va venir ici constituer autour du clitoris, donc voilà sur la ligne médiane la coupe du gland, le ligament suspenseur du clitoris avec les fibres qui dessinent ici ce lac et le ligament suspenseur de l'urètre dont justement la rupture, la distension est à l'origine de l'urétrocèle de l'aptose de l'urètre. Le capuchon cutané du clitoris apparaît dans ce plan, le hiatus urinaire à ce niveau, et voilà l'espace urétro-vaginal, puis vers l'arrière, la zone du nœud périnéal central. Le péritoine va glisser au-dessus de la vessie, puis va s'immiscer entre la face postérieure de la vessie et la face antérieure du vagin, puis va glisser ici, dans la cloison urétro-vaginale, pour constituer le fascia de Alban. Le péritoine s'est réfléchi pour constituer le cul-de-sac utéro-vésical, recouvre l'utérus, puis va ensuite plonger en arrière pour constituer le ligament péritonéo-périnéal de Kölliker, celui qui va sous-tendre le cul-de-sac de Douglas, ce ligament venant s'implanter là en arrière sur le noyau fibreux central du périnée. C'est là que l'aponévrose périnéale moyenne va maintenant se dirigeant vers l'avant, venir englober les muscles sphincters striés, vulvo-vaginal et urétral, s'épaissir pour constituer là le ligament de Henle, et ménager avec le ligament arqué sous-pubien médian un espace que vont emprunter les veines dorsales du clitoris pour venir se drainer dans l'espace de Retzius, dans le plexus rétrosymphysaire de Santorini. Sur la face latérale et postérieure, je rappellerai simplement l'arrivée en sous-péritonéal, bien sûr, de l'urétère qui vient à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac vaginal pour s'aboucher ensuite à la face postérieure de la vessie. Je vais mettre en place deux coupes frontales. La première qui va passer par la loge urinaire et la deuxième qui sera légèrement oblique
qui va passer par le plan du fascia de Alban, par cet espace celluleux qui va se tisser tout autour de l'urètre vers la face postérieure de la vessie. Et lorsque les bandelettes de suspension urétrale seront mises en place, elles vont arriver par la face latérale, par l'incision dans le foramen obturé, et elles vont venir se mettre ici, sur le tiers moyen de l'urètre, en dessous du sphincter lisse vésical, au-dessus du sphincter strié de l'urètre, justement dans cet espace que tout à l'heure nous disséquerons entre la face postérieure de l'urètre en avant et la face antérieure du vagin en arrière. Sur la première coupe, donc, grand A qui va passer par la loge urinaire, voici le cadre osseux, rapidement esquissé avec le plan du détroit supérieur. Au-dessus, nous sommes dans l'abdomen, en dessous, nous sommes dans le pelvis. C'est toujours le côté droit. C'est la moitié droite de la coupe, vue de face. Et voici vers le bas, la branche ischio-pubienne. Celle-ci va, avec la branche iliopubienne, délimiter le foramen obturé. La membrane obturatrice est dans ce plan. Le muscle obturateur interne vient s'implanter de la sorte. Il est dans le même plan, pour mémoire, que le muscle iliopsoas. Et ils vont d'ailleurs être tous les deux recouverts par la même aponévrose endopelvienne à la partie basse. Au contraire, nous pourrions ici rappeler la bandelette de Vincent et en situation exopelvienne, avec ses trois chefs, le muscle obturateur externe, tel que nous l'avons détaillé tout à l'heure. Le pédicule obturateur va arriver dans ce plan et va sortir, comme nous l'avons vu, par le foramen sous-obturé, accompagné bien sûr par l'artère et par les veines obturatrices comitantes. Et nous avons ici sectionné donc la vessie à l'aplomb du fond vésical, puis de la face latérale de la vessie, puis de la zone du col vésical, de l'urètre et de l'abouchement cutané du méa urétral. Nous ne détaillerons pas ici les plans périnéaux superficiels qui ne nous intéressent pas. Je marquerai simplement autour de l'orifice du méa urétral le petit muscle sphinctériel strié, muscle volitionnel, qui est le muscle de Houston, en rappelant que celui-ci va donc cheminer dans le dédoublement de l'aponévrose périnnéale moyenne, qui est le domaine du nerf pudendal, du nerf honteux interne, dans sa branche profonde, la branche superficielle étant destinée aux éléments périnéaux sous-cutanés. Bien sûr, accompagne ce nerf pudendal dans sa branche profonde les vaisseaux, artères et veines honteuses internes. Nous allons rappeler ici l'implantation latérale, là, du muscle levator ani, du muscle releveur de l'anus, qui va constituer avec son homologue le diaphragme de l'entonnoir pelvien. Nous allons rappeler qu'en prenant appui sur l'aponévrose de couverture de l'obturateur interne, le releveur de l'anus va y déterminer ce que nous avons appelé l'arcade du releveur de l'anus, et nous allons ici montrer l'arrivée du côté droit de l'urtère pelvien avec son orifice en bec de Fluke dans la face postérieure de la vessie. Cette urtère a surcroisé des éléments artériels que sont l'artère iliaque externe avec la veine iliaque externe et va surcroiser aussi latéralement les vaisseaux ombilico-vésicaux destinés à la trophicité de la vessie. Nous sommes en dessous du releveur de l'anus, dans l'espace cellulo-graisseux marqué par ces croix jaunes avec les mêmes sigles que tout à l'heure ici. C'est le prolongement de la fosse ischio-rectale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la ponction par voie sous-cutanée de l'orifice obturateur va se faire, on va arriver en situation sous-lévatorienne dans l'espace graisseux, et c'est là que, avec les deux bandelettes latérales, on va pouvoir venir mettre derrière le tiers moyen de l'urètre le matériel prothétique qui est en propylène tissé là et qui constitue les bandelettes de traction urétérale que j'esquisse là vers l'arrière. Au-dessus, bien sûr, nous sommes à l'aplomb de la cavité péritonéale qui va plonger transversalement
avant que de se réfléchir pour venir maintenant englober sur la moitié droite uniquement représentée sur cette coupe, la cavité péritonéale est dans ce plan, voilà le cul-de-sac péritonéal, bien sûr le fond du corps de l'utérus qui est ici sectionné en antéflexion sur la face supérieure de la vessie et que voilà ici représenté. Le cul-de-sac péritonéal est là latérovésical et il va être sous-tendu par les éléments trophiques qui glissent dans la lame hypogastrique et qui viennent sur l'aponévrose du muscle releveur de l'anus constituer la lame hypogastrique. Ici, en regard de ce pointillé, voilà l'espace périvésical. En regard de ces astérisques, voilà l'espace pelvis sous-péritonéal paravésical et voilà l'un des ailerons du ligament large. La deuxième coupe, grand B, va passer à peu près 1 cm en arrière avec toujours la même orientation, l'os iliaque et la ligne du détroit supérieur. C'est toujours la moitié droite de la coupe que je figure avec le foramen obturé qui est limité vers le bas par la branche ischio-pubienne, la portion crâniale et la ligne médiane sont toujours dans ce plan. Nous retrouvons rapidement la membrane obturatrice avec son décalage, avec son ligament de Ganzi, l'implantation endopelvienne autour de cette membrane du muscle obturateur interne, avec le plan de couverture commun à l'iliopsoas, le fascia iliaca vers le haut et l'aponévrose de l'obturateur interne vers le bas. Nous allons là encore rappeler sommairement la bandelette de Vinson avec à l'extérieur les 3 faisceaux du muscle obturateur externe. Et nous sommes maintenant dans le plan de ce fascia de Alban, derrière l'urètre et devant la face antérieure du vagin. Nous allons mettre en place le muscle releveur de l'anus, qui est en train, dans ses faisceaux pubo-ilio-prérectaux, de se diriger vers l'arrière, et ce releveur de l'anus va déterminer l'arcade d'implantation du releveur sur l'aponévrose de l'obturateur interne. Vers le bas, nous allons retrouver ici le plan de l'aponévrose périnéale moyenne et en regard de ces croix, donc le prolongement antérieur de la fosse ischio-rectale. Et c'est là que va se trouver implantée la lame péritonéo-périnéale, la lame du fascia de Alban, de la cloison urétro-vaginale, qui va se densifier ici, là. Nous sommes juste en arrière de l'urètre que je vais représenter de façon segmentaire, sectionnée, avec autour de son méa urétral le sphincter strié qu'est le petit muscle de Houston. C'est là le domaine du nerf punadal dans sa branche profonde. Laissons volontairement de côté les formations labiales vulvaires périnéales superficielles pour retrouver ici sur le côté l'arrivée de l'urétère qui chemine là en direction de la face postérieure de la vessie, qu'il va gagner quelques centimètres plus en avant. L'urétère qui est là accompagné par les vaisseaux ombilicaux-vésicaux destinés à la vessie, qui est accompagné par les éléments nerveux du plexus hypogastrique et qui chemine là dans ce tractus celluleux que nous avons appelé la lame hypogastrique qui constitue sur l'aponévrose du releveur de l'anus l'arc endopelvien, le fascia pelvis, et c'est ce fascia qui va se prolonger par la lame du fascia de Alban qui est en train de sous-tendre ici le cul-de-sac péritonéal, lequel va se réfléchir maintenant autour de l'isthme de l'utérus, dont nous pouvons ici, de chaque côté, montrer le cul-de-sac latéro-cervical et bien sûr, sur la coupe, la section de l'isthme utérin dans ce plan, avec le péritoine qui va regagner, comme tout à l'heure, les éléments du ligament large, la grande cavité péritonéale qui est à ce niveau, les éléments pariétaux à peine esquissés, l'artère et la veine iliaque externe, et puis le nerf pudendal qui arrive ici, le nerf
obturateur interne qui va sortir dans ce plan, accompagné toujours par les vaisseaux trophiques, artères et veines satellites, et nous sommes ici dans l'espace pelvis sous-péritonéal, l'espace celluleux pelvis sous-péritonéal. Lorsque la bandelette va arriver par la ponction transobturatrice qui a rasé comme ceci, elle vient se mettre avec ces deux bandelettes latérales ici en arrière de l'urètre, juste dans la portion du tiers moyen de l'urètre, en laissant au-dessous le petit muscle sphincter strié de l'urètre. Nous allons mettre en place maintenant, ici, une vue périnéale pour retrouver cette voie d'abord, cette voie de ponction transobturatrice. Voilà la ligne médiane, la face ventrale, le côté latéral droit et la zone du pudendum avec de chaque côté les lignes génito-fémorales et l'orifice vulvo-vaginal dans la partie antérieure avec le capuchon du gland clitoridien et le méa urétral. L'incision va se faire sur la face antérieure du vagin, qui est marquée par sa striation et ses colonnes transversales. Elle va se faire sur la ligne médiane à peu près 1,5 cm à 2 cm en dessous de l'orifice du méa urinaire, et elle va, sur la face antérieure du vagin, descendre sur à peu près 3 cm de long, et de là, les 4 berges de l'incision vont être écartées sur ces 2,5 cm à 3 cm, et l'on voit là, alors, projeté sur la face antérieure, le trajet de l'urètre à l'aplomb de son tiers moyen, de l'urètre que l'on sent rouler avec le doigt, que l'on peut palper si on introduit bien sûr une sonde, et les deux zones de ponction obturatrice latérale voient alors les aiguilles arriver transversalement après une dissection qui a été menée sur environ 15 mm, 15 à 20 mm, ici, de chaque côté. Voilà le chat de ces portes lanières par lesquelles on va pouvoir maintenant implanter le matériel prothétique pour venir le disposer ici, à l'aplomb du tiers moyen de l'urètre, et l'intervention se terminera par la suture sur 3 points des berges de l'incision vaginale sur la face antérieure. Voilà quels sont les dangers. Vous voyez que si l'on reste en rasant bien le bord inférieur de ce foramen obturé, il n'y a pas grand danger pour le pédicule obturateur. À peine peut-on titiller quelques racines nerveuses et rafler quelques petits filets vasculaires qui risquent de saignoter quelque peu, mais l'incision sur la face antérieure du vagin se trouve dans ce plan du fascia de Alban, comme nous l'avons montré, et la bandelette prothétique avec ses 2 bandelettes latérales va venir se glisser là en arrière de l'urètre qui est ici figuré, et ces rapports doivent aider dans l'abord superficiel et relativement facile de ce foramen obturé.